Et je pense qu'on peut démarrer pour éviter de prendre un peu de retard. Merci Marion. Ah, Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier sur le handicap auditif et le maintien en emploi, qui est proposé par le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés d'Île-de-France. Donc je vous rappelle juste que le PRITH est un dispositif partenarial en faveur de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui est piloté par la DRIETS. Et l'un des axes majeurs de travail de ce plan régional est la prévention de la désinsertion professionnelle des actifs. Et donc, dans ce cadre, il anime les travaux de l'instance de coordination du maintien dans l'emploi en lien avec le plan régional de santé au travail, le PRST. Donc, le champ de ces travaux concerne bien évidemment tout salarié en risque de désinsertion professionnelle, donc qu'il soit en situation de handicap ou pas, et ce qui couvre l'ensemble des salariés que vous suivez dans les services de santé au travail. Donc, différents travaux ont été menés dans le cadre de cette instance avec la contribution de nombreux partenaires. Et parmi ces travaux, la création d'un guide du maintien en emploi que vous connaissez bien et qui est actualisé 2 fois par an, destiné aux professionnels du maintien, que vous pouvez retrouver sur le site du PRITH, comme de nombreuses autres ressources à votre disposition. Et dans la lignée de ces travaux, nous avons donc ce cycle d'ateliers d'information qui est dédié au service de santé au travail et qui a débuté en 2021 et qui se poursuit à raison de 3 ou 4 ateliers répartis tout au long de l'année. Voilà, donc vous pourrez retrouver les points essentiels de cet atelier alors en support et en podcast mis en ligne sur le site du PRITH. Et je vais laisser la parole maintenant à notre première intervenante, Madame Bénédicte André. oui, Je vous remercie. Bonjour, merci, vous m'entendez madame. bien? Oui, on vous entend très bien. Merci pour l'invitation. Et donc, je vais vous expliquer c'est quoi le handicap auditif et son retentissement. Et après, je vais vous présenter l'émission. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Peut-elle l'éteindre, s'il vous plaît? J'essaie de faire la chasse. Hop. Oui. Hop. Voilà. Madame André, si vous pouvez réactiver votre micro, j'ai coupé tout le monde Voilà, pour être vous sûr. m'entendez? Voilà. Et Parfait. donc, mon objectif de cette ce webinaire, en 15 minutes, je vais vous présenter c'est quoi le handicap auditif et son retentissement dans l'emploi. Vous savez que l'emploi des personnes handicapées et, comment dire, est semé de plein d'embûches. Il ne faut pas penser qu'au côté de la reconnaissance des qualités des travailleurs handicapés, en général, les personnes sourdes, on a RQTH. Mais même la RQTH, ça ne suffit pas, parce que la reconnaissance du statut ne suffit pas. Il faut aussi penser au maintien de l'emploi. Et pour cela, bien, je vais vous présenter les différentes trajectoires des personnes sourdes et malentendantes. Comme vous le savez, que le handicap auditif est un handicap invisible et sensoriel, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on porte des appareils auditifs, on le voit. Donc ça peut être distrait, tout ça. Et donc, on peut passer au support, au slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, encore, s'il vous plaît. Et donc, des différentes trajectoires des personnes sourdes, et on peut voir des personnes qui sont nées de naissance ou au cours de la vie. Mais vous savez que la majorité des personnes sourdes et les malentendantes, c'est souvent touché par la presbyacousie. Ça, c'est la majorité. Donc, vous connaissez tous la presbyacousie. C'est la baisse d'audition en lien avec le vieillissement de la population, tout ça. Donc, le handicap auditif, ça veut dire que c'est une diminution de percevoir les sons. Vous connaissez très bien l'aspect médical, mais est-ce que vous connaissez tous les profils de personnes sourdes et malentendantes? On peut être des personnes sourdes ou malentendantes oralistes, c'est-à-dire qu'on pratique la langue française comme un mode de communication oralisme sans connaître la langue ticide ou la langue française parlée complétée. Alors, comme j'avais dit, que les personnes qui ont un handicap auditif, c'est souvent les personnes qui ont la presbyacousie ne vont pas apprendre la noticie du jour au lendemain. Et donc, ils vont utiliser l'oralisme comme mode de communication. Mais il existe d'autres modes de communication, car quand on est une personne sourde ou malentendante, on ne perçoit pas la totalité de l'information. Surtout, si vous êtes docteur et que vous portez des masques, on peut avoir du mal à lire sur les lèvres et comprendre le patient, le professionnel de santé, tout ça. Donc, des personnes connaissent
la langue décide française, c'est une langue à part entière qu'on utilise les mains, le corps, c'est une langue gestuelle, visuelle, qui est reconnue par l'État français. Et donc, c'est une langue à part entière qui a sa propre structure grammaticale et que vous voyez sur l'image. Si vous voulez rendre votre entretien avec un travailleur handicapé, vous pouvez faire appel aux interprètes qui sont des métiers reconnus par le diplôme. Ça. Et aussi, et là, ça représente à peu près 100 000 personnes qui utilisent la lanticide. On peut revenir sur les suppléments précédents, merci. À peu près 100 000 personnes qui utilisent la lanticide. Voilà. Et là aussi, le LPC, c'est la langue parlée complétée qu'on dit là-bas. C'est pas une langue à part entière, c'est un code. C'est-à-dire qu'on dit les phonèmes pour décoder, pour avoir la totalité des messages. Vous savez que quand on perçoit moins bien les sons, on ne perçoit pas toute totalité des messages. Alors, ça, c'est les différents modes de communication. Mais il faut voir aussi, en fonction du profil de la personne, est-ce que cette personne porte des appareils auditifs ou un implant cochléaire? Alors, il y a des différentes trajectoires. On peut être à sinon porter des implants ou être chute appareillé ou ne pas du tout porter des appareils. Donc, c'est vraiment pour montrer qu'on a des différentes trajectoires. Et aussi, il faut voir dans cette variété de la population sourde, c'est qu'on peut être quel est leur parcours initial, on dit niveau de scolarité, est-ce qu'ils étaient dans un établissement spécialisé ou pas, quel est leur profil dans les universités, parce que vous êtes en France, des travailleurs handicapés, si vous recevez dans votre cabinet, tout ça pour évaluer leur aptitude, mais important de définir leur profil pour pouvoir interagir avec eux. Et en général, ils demandent de mettre en place une activité comme les interprètes, les codeurs ou la transcription. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire, qu'on parle de matière de l'emploi, c'est-à-dire que ces personnes rencontrent beaucoup d'obstacles. Et là, c'est pour ça que pendant tout le webinaire, que les autres intervenants vont expliquer les solutions adaptées. Et donc, il faut notamment connaître le profil de la personne sourde et entendre pour pouvoir mettre en place, pour évaluer leurs besoins et mettre en place des aménagements. Et donc, votre rôle, ce qui est important, c'est aussi un soutien psychologique parce qu'il y a déjà des difficultés dans le monde du travail en termes de communication avec leur manager ou leur employeur. Donc, ça a des conséquences sur l'emploi. Est-ce qu'ils étaient bien accueillis au moment de la prise de fonction? Est-ce qu'ils connaissent leurs besoins, leurs aménagements? Et donc, le point de vue psychologique est très important, c'est que si vous connaissez leur profil, leurs besoins, vous pouvez offrir des conseils, des ressources pour surmonter les défis émotionnels et sociaux qu'ils peuvent rencontrer dans le monde du travail. Donc, ça, c'est vraiment important. On peut passer au Sénat chez. Et donc, vous voyez, des personnes qui peuvent aider pour accompagner les travailleurs sourds et malentendants dans le monde du travail, c'est-à-dire des interprètes en autisme, des diplômes reconnus par l'État, des codeurs aussi, et que vous avez vu, soit la langue soit la langue française par les compliqués ou les preneurs de notes, ça peut être des collègues. Il ne faut pas demander aux travailleurs sourds ou malentendants à faire des prises de notes pour les réunions. S'ils ont des réunions à piloter, tout ça, il ne faut pas leur demander de prendre des notes pour eux. Et donc, vous pouvez avoir des aménagements pour mettre en place des preneurs de notes ou des transcriptions automatiques, tout ça. Voilà, donc, après, là, ça, c'est les professionnels de communication, tout ça. Et après, des solutions techniques. Vous savez que l'innovation, les technologies jouent vraiment un rôle fondamental dans l'amélioration de l'activité. Il faut penser à l'activité, c'est que même si on va parler tout à l'heure des aménagements de postes, ça peut être des systèmes de communication adaptés, des logiciels ou des dispositifs d'assistance. Ça peut être humain ou technique. Et là, je montre ce qui est technique. C'est que le gouvernement a mis en place un cadre législatif, c'est-à-dire que depuis la loi numérique, c'est-à-dire que l'État peut mettre en place un téléphone adapté, universel, c'est-à-dire qu'on appelle le Centre national téléphonique, c'est-à-dire que les usagers, mais vous pouvez l'utiliser dans le monde du travail, c'est-à-dire qu'il doit être un téléphone adapté comme un interprète, comme une personne tierce, quand on fait des conversations avec des personnes entendantes. Et il y a plusieurs outils que j'ai mis plusieurs, et je peux rajouter accès au Elliot, David Sordan, Tadeo et Roger Moïse. Et ce n'est pas les mêmes modalités, ainsi que se fait en ligne ou par téléphone adapté ou sur les portables.
Et là, le texte adapté, ça veut dire que je peux avoir un interprète ou un quota, ou seulement le texte, la transcription écrite. Donc, ces innovations constituent quand même une note d'espoir pour montrer que les solutions existent pour améliorer la qualité de vie professionnelle de ce public. Donc, ça, c'est vraiment très important. C'est pour les personnes soient autonomes au travail. Si vous mettez des solutions techniques, téléphoniques, parce que dans le travail, tout se passe par la communication. Les gens préfèrent appeler le téléphone au lieu d'envoyer par mail ou par SMS. Voilà, donc, on peut passer au Et donc, la transcription écrite, c'est pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez vu dans les discours du président de la République ou des ministres, et au moins le petit carreau des interprètes en bas, à droite, ou la transcription écrite qui est en direct, comme le texte écrit, ça s'appelle la mélodie. Et là, vous voyez le clavier qui est adapté, qui tape par syllabe, par phonème, et donc ça permet de retranscrire en direct le discours du président de la République. Et ce système est quand même formidable pour retranscrire toute la totalité de vos informations. Mais par exemple, actuellement, on est sur Teams. Vous pouvez activer les sous-titrages automatiques dans votre en visioconférence. Donc, il y a beaucoup d'outils. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de montrer tous les supports techniques. Et là j'ai mis des exemples que un micro HF, c'est-à-dire que ça permet de retranscrire dans les conférences colloques, d'entendre que la personne qui explique, qui fait un discours et qui rentre directement dans le son. Mais et aussi des centres, les services publics, ils sont quand même obligés de mettre en place une accessibilité et ils ont un partenaire avec Axéo. Et sinon, la transcription écrite automatique, c'est sur les portables et comme Word, Teams, tout ça. Donc, c'est vraiment pour vous montrer plusieurs de ça. Voilà, donc, c'est là. Voilà. Et donc, là, ce qui est important, c'est pour vous montrer les chiffres. Alors, c'est pour tout le monde, à peu près 7 millions de personnes sourdes et malentendantes en France, mais j'avais dit à peu près 5 millions, surtout, je sais pas, la prise bien accueillie. Ah oui, j'ai oublié, par exemple, dans le handicap positif, je sais pas, les personnes sourdes de naissance ou au cours de la vie, mais au cours de la vie, là aussi, comme on dit, les acouphènes, ou les acouphènes, comme ça s'appelle, l'hyperacouillie, tout ça, c'est tous ces troubles auditifs qui m'ont entraîné une perte d'audition. Mais ce qui est choquant dans les chiffres, c'est qu'un adulte sur 4 est touché par des formes de troubles d'audition. C'est dans les études de INSERM, INSERM, et même l'Organisation mondiale de la santé a estimé que d'ici là, jusqu'en 2050, on va passer à 2,5 milliards de personnes ayant des troubles d'audition. Et après, un autre chiffre qui est choquant, c'est qu'un Français sur deux ne pense pas à se faire TPT son audition. Là, c'est là que vous êtes important comme acteur, si vous êtes médecin du travail ou médecin de prévention, c'est que tout le monde pense à se faire TPT pour les yeux ou pour les dents, mais jamais pour l'audition. On attend que ce soit trop tard, qu'on a des acouphènes, des problèmes de bourdonnement, avant de se faire dépister son audition. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, là, tout à l'heure, je vais expliquer c'est quoi le profit d'une personne sourde et malentendante. En fait, c'est en fonction de son histoire personnelle, son niveau d'audition, est-ce qu'il porte un appareil ou pas, et son mode d'éducation. Donc, il y a plusieurs typologies. Il n'y a pas de définition exacte, comme vous connaissez la définition exacte, c'est une perte d'audition, handicap invisible sensoriel. Mais après, là, l'histoire, une typologie, une classification pour comprendre le handicap auditif. Donc, et donc là, tout ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment très court, tout ça, mais ce qui est choquant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chiffres récents. Les derniers chiffres, c'est la TRES, TRESS, en 2014, qui montre que 12% chez les personnes handicapées, surtout, je sais pas, le chômage, et que pour les personnes sourdes, c'est qu'ils ont un diplôme, un niveau de qualification inférieur aux personnes handicapées ou non et non handicapés, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils ont les plus touchés par le chômage. Et donc, c'est quand même. On a des outils, des avancées technologiques, mais il faut que vous soyez des acteurs d'inclusion pour mieux intégrer les personnes sourdes et malentendantes dans l'emploi, parce qu'ils sont même diplômes, des qualifications. Et ce qui était compliqué, c'est l'employabilité. Voilà. Et donc là, je vous présente brièvement la structure InfoSens. InfoSens, c'est un service public qui a été mis en place depuis maintenant 4 ans par l'Institut national des jeunes sourds de Paris avec d'autres partenaires.
Et tant que notre objectif, c'est favoriser l'autonomie des personnes sourdes, et bien dans toutes les dimensions de la vie. Et pour cela, on a mis en place 3 missions. On fait des actions de sensibilisation et on fait des actions on a un guichet public, on reçoit les usagers à notre permanence physique. C'est-à-dire qu'on a un agent d'accueil qui s'est signé, où on fait de PC pour recevoir l'usager, pour les accompagner dans les démarches administratives, comme faire des dossiers MTPH, ou pour les orienter vers des professionnels de santé. Et aussi, on apporte de l'expertise, un accompagnement dans les entreprises ou structures administratives, comme on tenait des conseils, mais nous n'avons pas de fonction d'économie, tout ça, c'est juste des premiers conseils, de tout ça, parce qu'on est un service public, mais sensibilisation, c'est pas à titre gratuit, tout ça. Et donc, pour cela, pour vous aider, on a mis en place un site internet qui a été créé depuis l'année dernière, et dedans, vous pouvez accéder des fiches faciles à comprendre. Par exemple, c'est quoi le rôle de la BTPH, comment faire des démarches administratives avec la BTPH. On a mis en place une carte interactive. Voilà, la carte interactive, et ça peut être utile pour vous si vous cherchez des interprètes sur la carte toute la France, ou des organismes pour apprendre à l'autisme, ou des professionnels de santé qui savent accueillir un patient sourd. Donc la carte, elle recense à peu près 500-600 contacts au niveau national, mais cet outil, vous pouvez l'utiliser pour vous si vous recevez un patient sourd, tout ça. Et puis après, on a fait des capsules vidéo, vous savez que les préjugés ont la vie dure. Quand vous parlez de, on ne faut pas dire sourd-muet, ou comme on dit, est-ce que la surdité totale existe ou pas. Donc, et on a fait des capsules vidéo, pas mais c'est sur les acouphènes, tout ça, que vous pouvez trouver sur YouTube. Et puis, voilà. Et puis, voilà, on a fait beaucoup d'enquêtes. Et là, pourquoi cette enquête peut vous intéresser? Parce que nous sommes dans la santé. C'est que 21% des personnes sourdes ont renoncé à se faire soigner. C'est à cause de leur handicap auditif. C'est quand même assez inquiétant comme chiffre. Et on a fait une enquête auprès des professionnels de santé pour montrer que les professionnels de santé ne savent pas comment accueillir un patient sourd et ne connaissent pas forcément les unités d'accueil des soins aux sourds, qui sont des centres de santé adaptés pour le public sourd. Et maintenant, donc là, à votre sens, vous voudrez sensibiliser les professionnels de santé pour mieux accueillir les patients sourds, où vous êtes dans le cadre de l'emploi, et donc le maintien dans l'emploi est important, et ici, ils ont un aménagement de poste adapté. Voilà. Et puis, et voilà, donc si vous avez des questions à la fin de ce webinaire, je suis à votre disposition, ou par mail ou sur site, et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, Madame André, pour cette présentation. On peut se laisser 5 petites minutes. Si par exemple certains d'entre vous souhaitent poser une question à Madame André, n'hésitez pas à lever la main. Donc, vous voyez, il y a un petit icône en haut de votre écran qui vous permet de le faire, et puis on vous donne la parole. Et sinon, n'hésitez pas aussi à écrire vos questions dans le chat. Alors, pour compléter, c'est que comme la surdité, c'est invisible, c'est très difficile, et souvent, peut-être vous avez déjà vu des travailleurs sourds qui sont souvent isolés, ils sont, comme on dit, ils sont isolés, ils n'aiment pas interagir avec des collègues, des managers, il est un acteur d'inclusion pour trouver des solutions en fonction, soit à la cantine, dans les réunions, dans les couloirs. Donc là, il faut évaluer leurs besoins pour trouver des solutions. Ça peut être des solutions humaines ou techniques, technologiques, tout ça. Un aménagement des postes pour que la personne puisse bien accepter son handicap auditif. Merci beaucoup. Oui, donc on a une question de Madame Viel. Je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Bonjour à tous et merci pour cette intervention. Vous avez parlé de sensibilisation éventuellement en entreprise. Qu'est-ce qui peut être fait en entreprise? Parce que je serais bien intéressée. Alors, pour les sensibilisations, c'est-à-dire qu'on explique c'est comment accueillir un collègue sourd, ou expliquer les troubles d'audition. Ça peut être auprès des salariés, des managers, ou des ça, c'est que ça dure 1h30 à 2 heures en fonction de la demande, en fonction de la taille des participants. Là, pour cela, il faut envoyer votre demande par mail et faire notre tiers possible et la demande, quoi cela consiste votre demande.
Et puis, je vais mettre mon adresse email, comme ça on peut en parler. Mais c'est vraiment, on a fait des entreprises comme la Poste, Total, tout ça, et Air France, je sais pas. Mais c'est en fonction, notre sensibilisation se fait sur mesure, sur demande. D'accord. Très bien, merci. Et dans les questions, est-ce que peut la recherche d'alerte sonore incendie, là, on peut, comme on dit, orienter vers une structure compétente, car on est un carrefour d'orientation et d'information. Donc, ça me dit que des questions comme les alertes sonores incendie, on peut chercher pour vous trouver des interlocuteurs compétents. Très bien, merci. Et du coup, ça fait une parfaite transition avec la présentation suivante. Encore un grand merci, Madame André, puisque justement, là, ce qu'on va vous présenter, c'est les acteurs ressources qui peuvent aussi intervenir auprès de vous, notamment dans la sécurisation des personnes voilà, sourdes et ou malentendantes. Et donc, on vous propose deux présentations. Une présentation à la fois de ce que fait ID Ergonomie, donc ce sera Monsieur Martineau Lagarde qui vous fera la première présentation, suivie d'une présentation de ce que peut vous apporter aussi Escavi. Et là, ce sera Madame Magnier qui vous présentera un petit peu les types d'interventions. Donc, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Martineau Lagarde et encore un grand merci à Madame André pour sa présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, oui, on vous entend très bien. Merci. Donc, je vais déjà me présenter. Je suis donc ergonome dans une structure qui s'appelle ID Ergonomie. Et donc, nous intervenons sur l'Île-de-France avec un autre cabinet qui s'appelle SVP. Et donc, nous avons différentes sollicitations et différentes prestations. On est 6 intervenants, dont 2 s'occupent spécialement de l'accessibilité des lieux de travail. Donc, la structure a été créée en 98 et on a répondu à plusieurs appels d'offres les uns après les autres. On intervient pour les salariés, éligibles au fonds de la GFIP, aussi les salariés des entreprises privées, les indépendants, les artisans, donc toutes les personnes qui ont un contrat de travail ou une promesse d'embauche. Nous pouvons être sollicités par principalement les Cap Emploi, mais aussi les centres de gestion, les acteurs des centres de médecine du travail. Les prescriptions nous sont envoyées directement à ID Ergonomie et donc il y a une répartition qui se fait entre nos 2 cabinets. Nous pouvons aussi intervenir pour les missions handicap et les entreprises nous envoient directement les demandes à notre cabinet. Nous avons suivi depuis 1998 plus de 8000 situations de travailleurs handicapés, en collaboration évidemment avec le médecin du travail, les acteurs de l'entreprise, et nous travaillons pour tout type de handicap. Là, on va se recentrer sur le handicap auditif, mais tout type de secteur. Et comme le disait la personne intervenante avant, on a quand même pour mission d'adapter notre prestation à la demande, aux attentes de l'entreprise, de la personne concernée, du médecin du travail. Donc, c'est vraiment à chaque fois du sur-mesure pour chacune des interventions que nous faisons. On intervient au téléphone, on peut aussi conseiller au téléphone ou avoir quelqu'un qui nous pose certaines questions. Ça va déboucher sur quelque chose ou pas, on ne sait pas, mais bon, nous répondons aux différentes interrogations que les gens se posent. Une aide à la validation, il y a des gens qui ont déjà des solutions et qui ont envie d'aller plus loin pour être sûr de ne pas s'être trompés dans les solutions qu'ils sont en train d'élaborer. Où on fait des recherches de solutions, c'est-à-dire on analyse l'activité, on voit avec eux quelles sont les choses possibles, on met en place des essais. Alors, le conduite de projet, c'est plus long, c'est-à-dire que c'est souvent dans un effectif global. Donc là, pour un déficient auditif, on intervient avec les collègues, voir comment les interactions se font dans l'entreprise. Puis on intervient aussi pour accompagner des projets d'entreprise, par exemple de restructuration, de déménagement, de réattribution de locaux. Donc ça se fait assez régulièrement puisque les entreprises déménagent régulièrement. Voilà. Je vais vous présenter tout de suite, puis après on reprendra sur les points importants, 2 exemples. Alors, la personne avant a dit que les personnes n'avaient pas toujours une grande qualification. Au niveau de l'handicap auditif peut être conséquence peut-être d'une formation peut-être pas très poussée. Mais là, j'ai un cas très intéressant d'un ingénieur d'études dans un groupe international, donc Bac+7, visiblement très pointu dans son secteur, mais déficient auditif, après je vous expliquerai, et puis un cuisinier. Donc vous voyez deux profils un peu différents.
que j'ai choisi pour vous illustrer un peu les différentes contraintes qu'on a pu analyser. Donc, l'ingénieur d'études, dans une grosse entreprise, la salariée a été embauchée en mars 2020, donc au moment du Covid, au sein d'une équipe. Donc, du fait du confinement, elle a commencé à travailler en distanciel à 100%. Il y avait des réunions journalières, mais qui duraient en gros une petite heure avec l'équipe. Donc, elle arrivait à se débrouiller, à comprendre ce qui était là. Et en plus, puisqu'elle était nouvelle dans l'entreprise, on passait peut-être un peu plus de temps à lui expliquer des choses. Donc, visiblement, c'était bon. Alors, son handicap, elle est porteuse d'une déficience vraiment sévère. Elle a des appareils auditifs. Elle est parfaitement réalisée. Donc, quelque part, elle étonne les autres puisqu'elle parle très bien. Donc, l'handicap n'est pas visible, hein, comme disait l'autre personne. C'est vrai que beaucoup d'handicaps auditifs ne sont pas visibles. Elle rencontre des difficultés à suivre les conversations à plusieurs, spécialement sans support visuel. Et la fatigue labiale est difficile pour elle et même fatigante pour elle. Donc, au vu de sa pathologie, le médecin rédige une fiche d'aptitude stipulant de mettre à disposition tous les équipements permettant de lui faciliter les échanges avec ses collègues. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on est avec une demande, je dirais, de matériel. Et puis, qu'est-ce qui a déclenché donc l'intervention? C'est que la reprise en présentiel. Ce qui peut paraître étonnant parce qu'on se dit en présentiel, la communication va être plus facile. Mais pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce qu'avec la reprise en présentiel, c'est accompagné d'une augmentation progressive du nombre de réunions. Donc, comme je l'ai dit, fatigue derrière, pour suivre des réunions à répétition. Après quelques mois de travail sur site, la fatigue s'est devenue insupportable et les collègues n'étaient pas encore conscients des efforts fournis par la salariée au moment de toutes ces réunions. Donc, le médecin nous sollicite pour qu'une analyse soit faite pour que l'embauche ne se termine pas en abandon de poste. Laisse-les sur toi. Donc là, j'ai mis à gauche les difficultés et à droite, j'ai mis l'analyse des situations critiques. Donc, pas d'ordre du jour pour les réunions, parce que sinon, ça perdait du temps. C'était ça qui était dit au départ. Donc, impossibilité de se repérer, de se préparer aux sujets qui vont être abordés, aussi bien des sujets qui la concernent que d'autres sujets. Pas de compte-rendu de réunion, donc pas de trace écrite pour s'y reporter. Absence de support écrit. Donc, difficulté à se repérer dans la présentation. Un éclairage insuffisant ou contre-jour, voire le noir complet pendant la projection des diapositives. Donc, impossibilité de lire sur les lèvres de l'orateur et de prendre des notes. Donc, c'est intéressant de prendre des notes, c'est que d'autres aussi étaient gênés. C'est ça qui est intéressant. On fait l'analyse des contraintes de la personne, mais tout en pensant qu'il y a un groupe qui travaille, qui est là présent. Des réunions qui se succèdent. Donc, grande fatigue car demande de la concentration pour suivre, hein, puisque c'est des réunions à répétition et dans beaucoup de grosses entreprises, on a l'agenda qui est partagé et dès qu'il y a un trou, une demi-heure, une heure, tac, on rajoute une réunion. Donc, on se retrouve à avoir des réunions en cascade toute la matinée. Donc, les solutions qui ont été retenues, bon, pour les réunions, c'est donc il n'y avait pas d'ordre du jour. Donc, un ordre du jour qui se met en place progressivement et qui permet aussi de se préparer au sujet et de voir quels sont, et de voir aussi l'ordre des sujets qui sont abordés. Je ne l'ai pas indiqué là, mais ce qui a été intéressant, c'est que c'est la personne concernée qui a proposé qu'on mette un ordre du jour quand elle était elle-même animatrice d'une réunion. Et les autres ont dit « Ah, mais c'est très bien, ah oui, on voit mieux ce qu'on fait ». Et puis après, elle a pu progressivement montrer qu'il y avait un intérêt à cette soi-disant contrainte au départ. Pas de réunion, pas de compte-rendu de réunion. Donc, on ne savait pas trop qui décidait quoi. Donc, un simple résumé indiquant les décisions prises a été mis en place. Absence de support, donc présentation des supports envoyés avant la réunion. C'est ça qui a été progressivement mis en place. L'éclairage insuffisant, donc il y a un éclairage qui a été supprimé au niveau de la projection et présent au niveau de la salle et de l'orateur. Et puis des réunions qui se succèdent. Donc là, on a prévu des temps de pause. Donc on a créé dans son emploi du temps des moments où elle avait des, entre guillemets, fausses réunions ou des moments où elle était considérée comme indisponible. Donc la salariée qui ne voulait pas de mise en place de ce genre de... Pardon. La salariée qui ne voulait pas que cet aménagement se mette en place parce qu'elle ne voulait pas être stigmatisée. Donc, au vu de sa fatigue, le médecin du travail a insisté pour qu'une intervention ergonomique se mette en place et la salariée a demandé que les rendez-vous se déroulent uniquement à son... Pardon, les réunions se déroulent uniquement hors de son service pour ne pas être mise à l'écart. Parce qu'elle avait peur d'être stigmatisée si elle allait...
ma présence dans l'entreprise, pour elle, était synonyme de « j'ai des difficultés ». Et elle avait peur qu'on ne lui confie plus les mêmes projets qui étaient très intéressants, qu'elle trouvait très intéressants, si on expliquait qu'elle avait un problème. Mais bon, donc les aménagements, elle les a mis progressivement en place sans que l'entreprise soit, sans que le collaborateur soit... La personne, oui. Pardon. Donc les aménagements ont été mis en place et ont considéré par les collègues comme une réelle amélioration et ont permis de maintenir la salariée à son poste. Donc sur ce dossier-là, la salariée a fait elle-même, avec des échanges avec moi au service médical, et elle a progressivement fait évoluer donc la communication. Donc il n'y a pas d'équipement. Ce que je veux dire, c'est que le médecin au départ nous a sollicité pour qu'on mette en place des équipements, mais ça a été de l'organisation de l'activité et mise en place de certains éléments qui ont permis qu'elle puisse travailler correctement. On va passer au cuisinier maintenant. Donc le cuisinier, il est au sein d'un restaurant d'une maison de retraite, donc il fait partie d'un groupe. Donc il est là depuis 7 ans et il travaille en binôme avec une autre personne en rotation. La répartition des repas des résidents est à la charge des gouvernants d'étage qui descendent en cuisine avant 11 heures pour indiquer le lieu de la prise des repas de chaque résident, en fonction des visites, de la fatigue, des soins. Donc on comprend qu'il peut y avoir des aléas ou des changements selon la fatigue et selon différents éléments du salarié, des résidents. Le salarié souffre d'une déficience auditive, il porte 2 appareils auditifs, il lit il est aidé par la lecture labiale, il est oralisé, pas parfaitement, mais il est oralisé, donc on comprend ce qu'il veut. La lecture labiale est une aide précieuse pour comprendre son interlocuteur et il rencontre des difficultés pour répondre au téléphone. Donc, au vu de sa pathologie, l'entreprise, en lien avec le médecin du travail, a fait doubler les alarmes sonores des différents flashs, des différents fours par des flashs lumineux. Depuis un mois environ, la qualité des repas servis se dégrade. Plats trop ou pas assez cuits, les préparations, les répartitions et les spécificités des menus ne sont pas tous pris en compte. Donc le médecin du travail nous sollicite pour qu'une analyse de la situation de travail soit faite afin que le cuisinier ne soit plus en difficulté et qu'il puisse être maintenu dans son emploi. Donc là aussi, la même présentation. Répondre au téléphone est difficile pour lui, donc difficulté à entendre la sonnerie, pour comprendre les informations et pour les noter. C'est plein de choses qui ne vont pas. Répondre pendant les temps de préparation, donc ça fait que son travail de préparation, de cuisson, est entrecoupé. C'est ce qui explique pourquoi la qualité des repas n'est plus la même. Elle laisse à désirer, comme il disait. Information donnée au téléphone, donc pas de lecture labiale possible. Donc une fois sur deux, il écorce un nom et il se trompe dans les différentes choses qui lui sont données, les informations qui lui sont données. Et puis les alarmes lumineuses, pour doubler les fours, il y a un problème pour se repérer, parce qu'il y a beaucoup trop de flash, donc il dit « je suis comme dans une boîte de nuit ». Il y a toutes les 3 minutes un flash qui se met en place, donc progressivement il les coupait les uns après les autres, parce qu'il considérait que ça le déconcentrait et il savait dans quelle ordre il faisait les choses, et donc ça le gênait. Donc les solutions qui ont été retenues, c'est la suppression des appels téléphoniques et mise en place d'un tableau inventé pour pouvoir modifier rapidement le lieu du repas. Donc c'est-à-dire que ça a simplifié le travail des gouvernantes quand elles descendaient, au lieu d'écrire et d'avoir quelque chose de compliqué à faire, c'est des petits aimants et les noms des gens étaient sur les aimants, donc les placer au bon endroit selon les demandes faites. Pour ne plus avoir à répondre pendant la préparation, le temps de travail n'était plus entrecoupé puisqu'il n'y avait plus ces appels téléphoniques. Les informations n'étaient plus données à distance puisqu'elles étaient données directement en visu, puisque la gouvernante revenait en cuisine pour donner les informations. Et puis donc il y a eu des flashs lumineux, on a pu voir avec le salarié quels étaient ceux qui étaient indispensables ou pas. La flash incendie, évidemment, il faut le laisser, mais d'autres flashs n'avaient aucun intérêt, donc ont été supprimés. Donc au départ, le cuisinier n'était pas partant pour la mise en place de l'intervention car il redoutait son licenciement, donc il essayait de se débrouiller avec ce qui lui a été donné comme moyen de travail. Au vu de son ancienneté sur le poste, le médecin du travail a proposé qu'une intervention ergonomique se mette en place pour comprendre la dégradation de la situation.
Donc, les aménagements mis en place ont été validés par les 2 cuisiniers. Comme je disais, ils étaient donc en rotation, parce que les gens mangent 7 jours par semaine, donc ils travaillent 3 jours une semaine, 4 jours une autre semaine. Donc, les 2 cuisiniers que j'ai pu rencontrer ont partagé donc, les aménagements qui ont été mis en place. Et les gouvernantes sont redescendues à la cuisine pour indiquer la répartition des lieux de repas des résidents avec l'utilisation de tableaux aimantés qui simplifient le travail de répartition pour tous les acteurs. Donc, de façon générale, pour le handicap auditif, j'ai fait 2 slides des points importants. Donc, d'abord, travailler sur les environnements. L'environnement sonore, on n'y pense pas peut-être toujours, mais le bruit, c'est quelque chose d'embêtant puisqu'on se retrouve dans un environnement sonore où il y a du bruit, où il y a par exemple des phénoïdes qui se déplacent, des matériels roulants. Il y a un effort pour distinguer les sons, comprendre la parole, donc c'est une fatigue, et puis aussi localiser la provenance du bruit, ce qui est un enjeu sécuritaire pour que la personne sache qu'il y a quelqu'un qui est en train de se déplacer. L'environnement lumineux, sombre ou éclairage, comme je l'ai dit, il faut faire attention que l'orateur soit éclairé, mais ne pas éclairer la projection et puis pas se mettre dans le noir complet, parce que sinon on ne peut pas, la lecture labiale est impossible. Donc déjà, lire sur les lèvres, c'est fatigant, mais si en plus on est obligé d'avoir une attention encore plus importante pour pouvoir décrypter ce qui est en train d'être dit, c'est encore plus fatigant. Et puis bon, c'est aussi un autre élément, c'est quand les gens ont un appareillage, l'environnement avec de la poussière ou l'humidité peut risquer de rendre défectueux l'appareil. Les deuxièmes points à avoir, c'est de façon un peu plus générale, c'est qu'il ne faut pas surcharger un sens. Donc, on utilise toujours les autres sens, c'est la vue, c'est les vibrations par exemple, et donc il faut faire attention de ne pas surcharger un autre sens, puisqu'on se retrouverait à avoir une sursollicitation de cet autre sens. Les réunions qui sont trop longues et qui se succèdent, donc avoir conscience que la concentration est importante et c'est une source de fatigue. Donc, il faut essayer de les rendre plus courtes et, comme je disais, mettre en place un ordre du jour, un ordre dans la présentation. Quand la personne peut le demander, que les sujets qui la concernent soient mis en premier au moment où elle est moins fatiguée et après mettre les autres sujets après, si c'est possible. Ça, c'est des éléments de négociation, mais en être conscient, ça permet quand même de trouver des solutions. La position par rapport aux circulations, c'est que quand on positionne quelqu'un dans un open space, essayer que dans le champ de vision de la personne, il y ait la porte d'entrée pour qu'il puisse voir les gens, parce que les personnes déficientes auditifs se retrouvent à ou bien lever tout le temps la tête en se disant on va me dire que je dis pas bonjour, et ou bien ils sont concentrés dans leur activité et ils vont pas donc dire bonjour aux gens qui se déplacent. Donc le fait d'avoir le champ de vision, dans le champ de vision, ça donne déjà l'information que quelqu'un arrive ou pas. Donc rapidement savoir si on lui a dit bonjour ou pas, et puis aussi savoir quel va être le sujet qui va être abordé. Quand c'est le comptable qui arrive, ça va être d'histoire de chiffres. Quand ça va être un collègue, ça va être autre chose. Donc ça permet déjà de préparer la personne déficiente auditive à savoir quel est le lexique qui va lui être donné et quelles vont être les questions qui vont lui être abordées. C'est très important pour ça. Et puis, prendre en compte, évidemment, les besoins de la personne concernée. Donc, prévoir un moyen de compensation en concertation avec l'intéressé et le collectif. C'est-à-dire pas un peu comme les problèmes de trop de flashs lumineux. Trop de flashs lumineux n'étaient pas utiles par rapport à la personne. Donc, la porte d'entrée d'une intervention, pour nous, c'est principalement le maintien, 80% de maintien, 20% d'insertion, en gros, ou un peu moins d'insertion selon les années, pour qu'une personne soit maintenue dans l'emploi. Et donc, les temps d'échange, d'observation, d'analyse, de travail avec les collègues, d'encadrement est indispensable pour comprendre la situation et les enjeux, et également pour cerner les marges de manœuvre. La porte d'entrée d'une intervention est principalement le maintien, et puis l'étude des aménagements, le poste de travail bénéficie à la personne concernée, mais aussi au collectif, comme on l'a vu dans les 2 cas. Le collectif est très content qu'on ait revu un petit peu les contraintes de travail du collectif
Et donc, très souvent, quand on intervient, et après, ou bien au début de l'intervention ou en parcours, pendant l'intervention, on intervient de façon conjointe avec une structure qui nous aide, donc un spécialiste qui permet de pouvoir voir est-ce qu'un audioprothésiste ou ESCAVI ou d'autres structures comme ça, qui sont des structures qui ont pour but d'aller plus précisément sur une question qui est posée, d'un équipement qui est adapté ou pas adapté, et puis prendre en compte, je dirais, quels sont les outils que propose, dont dispose déjà la personne et que l'entreprise met à disposition de la personne. Voilà. On a une petite question qui Oui. vous est posée, si vous le voulez bien. C'est Madame Soffer qui nous demande combien de temps environ dure une étude ergonomique? Ben, c'est très variable. En gros, les études ergonomiques qui s'enchaînent bien, où toutes les semaines on arrive à avoir un rendez-vous et on arrive à dérouler les différentes étapes de cette intervention, ça peut se faire en 1 mois et demi, 2 mois. Hein, c'est tout à fait possible comme ça. Il y a des dossiers où ben, on met déjà 1 mois ou 2 mois à mettre le premier rendez-vous. Après, il manque des éléments médicaux et donc et puis les dossiers, normalement, un dossier devrait être traité en 3 mois pour être théorique. Et au bout de 3 mois, on doit justifier pourquoi le dossier n'a pas pu être terminé. Et après, on essaye de le terminer dans les 3 mois qui suivent, puisqu'on a une fenêtre de tir, comme on dit, de 6 mois. Donc notre intervention, elle est calibrée sur 6 mois, maxi. Mais on essaye en 2-3 mois que l'intervention se fasse. Super, merci beaucoup. Et Marion nous demande juste, voilà, super, Ouais. tu l'as vu, de revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà, un grand merci à vous, Monsieur Martineau-Lagarde, pour cette présentation. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent interagir avec Monsieur Martineau-Lagarde? La présentation était extrêmement claire. Si j'ai 2 minutes, je dirais que moi-même, j'ai été... Est-ce que je peux poser une question? Allez-y. Bien sûr. Oui, comment ça se passe l'articulation avec le Cap emploi, par exemple, par rapport aux appuis spécifiques du Cap? Prestataire pour eux, vous venez à côté en plus? Alors voilà, le Cap emploi nous sollicite. Hein, les prescriptions, ça vient du Cap emploi en majorité. C'est-à-dire que le Cap emploi met en place un appui spécifique au regard des éléments qu'il a, ou nous fait intervenir nous, ou fait intervenir un appui spécifique et après, en complément, s'il y a un besoin de passer du temps dans l'entreprise pour analyser l'activité, ben, nous sommes sollicités. On se complète par rapport à l'appui spécifique, mais très souvent, le Cap emploi a plusieurs outils hein, et donc utilise l'un ou l'autre des outils au regard de la situation, de l'attente du salarié et des besoins qu'exprime l'employeur ou la personne concernée. Merci beaucoup. De rien. On a aussi une personne qui demande si l'action d'intervention concerne un appui spécifique. Une action d'intervention nous, on n'est pas considéré comme un appui spécifique. Mais un appui spécifique, c'est plus, je dirais, handicap par handicap. Et nous intervenons sur tout type de handicap. Donc, on n'est pas considéré comme un appui spécifique. Par ailleurs, vous aurez une présentation. Vous avez Madame Mathia qui est ici présente, qui va vous intervenir aussi et qui pourra vous en parler plus précisément. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre du coup plus dans le détail des solutions voilà, d'équipement, d'appareillage ou en tout cas d'aménagement en donnant la parole du coup à Madame Claire Magnier qui va pouvoir compléter l'intervention de Monsieur Martineau-Lagarde. Et encore merci à vous du coup pour cette intervention. De rien, merci. Bonjour, donc je suis Claire Magnier, je suis ergothérapeute. Je suis spécialisée en vision et en audition. Et là, à ce jour, je travaille dans une structure qui s'appelle ESCAVI. La suivante, s'il vous plaît. Merci. Auparavant, je travaillais dans une MDPH. J'ai travaillé toute ma carrière auprès de personnes déficientes visuelles et ou déficientes auditives. Donc MDPH et puis là, ESCAVI. Donc ESCAVI, c'est un CICAT, un centre d'information et de conseil sur les aides et les aides techniques.
il fait fonction, on va dire, de centre de ressources sans en avoir, je veux dire, on n'a pas été défini par arrêté comme un centre de ressources. C'est nous qui nous proposons comme ressources, notamment professionnelles. Vous pouvez remonter, s'il vous plaît? Merci. Et donc, Escavi, c'est un service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Donc, sur le territoire, il y a environ 21 CICAT qui sont dans différents, par exemple, il y en a un en Guadeloupe, il y en a un dans les Pays de Loire, il y en a un dans le Bordelais, et cetera. Et de tous ces CICAT, nous sommes le seul à être porté par l'assurance maladie. Et de ce fait, comme on est un service de la sécurité sociale, l'intégralité de nos offres de services, on va dire, sont gratuites. Alors, suivante. Donc, on reçoit toute personne en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou d'indépendance, quel que soit son âge, sa situation géographique. On reçoit aussi les demandes de l'entourage de la personne et des professionnels. Donc, on a plusieurs domaines. La mobilité, c'est les aides à la marche, fauteuil roulant, scooter adapté, etc. Et à l'origine, Escavi ne s'adressait qu'aux personnes pour leur vie personnelle. Et progressivement, on a eu de plus en plus de salariés qui nous disaient: «Mais bah oui, j'ai des soucis dans ma vie personnelle, mais j'ai aussi des soucis dans mon emploi». Et progressivement, on a créé un pôle ergonomie, maintien en emploi, poste de travail. Donc moi, je suis sur le pôle vision et audition et évidemment, je suis en interaction avec le pôle ergonomie, maintien en emploi, poste de travail. Et on a aussi un nouveau domaine qui vient de se créer, c'est TND, les troubles du neurodéveloppement. On a de plus en plus de demandes de personnes qui ont, des troubles autistiques, des DIS, toutes formes de DIS et y compris des personnes qui sont très sensibles au bruit, au son, à la lumière. Donc, je passe vite fait, on est 10 ergothérapeutes, une ergonome, une documentaliste, on a des médecins de médecine physique et de réadaptation et une équipe support. Donc on informe, on conseille, on évalue la situation de la personne et si possible, on accompagne au choix des aides. Et puis on fait pas mal de formations et d'informations auprès des professionnels. Suivante, s'il vous plaît. Donc là, je vous ai mis une adresse mail, pour les personnes qui souhaiteraient, contacter Escavi. La suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a des diapos, il y a des choses qui ont été évoquées ou qui vont être évoquées et dans ce cas, je vais passer très rapidement dessus. La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, la plupart du temps, on est sollicité par le service de santé au travail qui, souvent, a déjà mandaté un ergonome qui a déjà fait une évaluation de la situation. Et donc, nous, on va se caler avec l'ergonome, on va essayer de savoir, qu'est-ce que l'ergonome a vu, qu'est-ce qu'il a constaté, qu'est-ce qu'il a déjà pu mettre en place et puis le plus important, dans ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui fonctionne, qui a pu être mis en place auparavant et puis qu'est-ce qui fonctionne, oui, mais avec des contraintes. La suivante, s'il vous plaît. Alors, un focus super important, les appareils auditifs. Quand un salarié est appareillé, on a besoin de savoir quelle gamme d'appareils la personne a. Quelles sont ses options et surtout quelles sont les possibilités de connectique des appareils. Et je vais en parler un petit peu plus tard des possibilités de connectique. Et donc, la personne appareillée, on l'a dit tout à l'heure, l'un des premiers mythes, c'est: «Ah bah, elle porte des appareils donc elle entend normalement». En fait non, la quasi-intégralité des salariés appareillés que je reçois, évidemment, ils sont toujours en difficulté et on essaye de déterminer quoi? Qu'est-ce qui met en difficulté? Qu'est-ce qui relève des appareils auditifs? Qu'est-ce qui relève, d'autres choses? Suivante, s'il vous plaît. Il y a un téléphone qui vibre, je suis désolée, est-ce que la personne peut le couper ou le mettre ailleurs que sur la table? Merci. Alors, toujours petit focus sur les appareils auditifs. Souvent, les salariés, ils arrivent et ils me disent: «Ah voilà, j'ai des appareils tout neufs et j'ai des soucis». Et on regarde les appareils et évidemment, je dirais 7 fois sur 10, les appareils, ce sont des appareils qui ne permettent pas d'être couplés à des aides techniques additionnelles dont je vais parler après. Donc, vraiment pour les services de santé au travail, pour les personnes qui accompagnent des personnes malentendantes ou sourdes,
Cette question des appareils est vraiment cruciale. Il y a beaucoup d'audioprothésistes qui se basent sur la vie personnelle de la personne et qui vont dire à la personne: «Ben voilà, vous êtes appareillé, vous avez des bons appareils, ils vont faire le job pour toutes les situations de votre vie». Sauf que au travail, ça ne va pas dans plein de situations. Et donc l'un des socles, c'est il faut s'assurer que les appareils auditifs, eh ben, ils vont pouvoir être compatibles avec les tâches du salarié et évidemment avec des aides techniques dont le salarié pourrait avoir besoin sur son poste de travail. Et ça, l'écrasante majorité des salariés que je reçois, ça n'a pas été pris en compte. Et quand le salarié a des appareils tout neufs qui ne peuvent pas être équipés d'aides techniques additionnelles, le salarié, il en prend pour 4 ans. Parce que le renouvellement des appareils, avec la nouvelle réglementation, c'est 4 ans. Il est possible, dans certaines conditions, de demander un renouvellement anticipé, mais c'est difficile et il y a beaucoup de refus. La suivante, s'il vous plaît. Alors, les appareils auditifs, ils ont des chouettes capacités, mais ils ont aussi des limites. Les limites, c'est que plus la personne s'éloigne, plus la source du son est éloignée, plus la dégradation du son est importante. Donc, par exemple, un salarié qui a des bons appareils, bien réglés, bien entretenus, qui correspondent à son audition, si la source sonore est à 1,50 m, 2 m et qu'il n'y a pas de bruit parasite, probablement ça peut bien se passer. Mais dès qu'il y a des bruits qui viennent recouvrir le son principal qui nous intéresse, dès que la source sonore s'éloigne, eh ben, le salarié, surtout s'il a une surdité un peu complexe, eh ben, les appareils, ils vont pas pouvoir rendre le service attendu. Et donc dans ce cas-là, peut-être que le salarié va avoir besoin d'un petit microphone. J'en ai mis quelques images là. C'est des microphones qui sont gros comme un gros briquet, on va dire, un petit galet. Ce microphone, il enregistre rien, il sert à capter le son et à l'envoyer directement aux appareils auditifs par, on va dire, du pseudo Wi-Fi ou enfin bref, en moyenne fréquence, peu importe. Donc par exemple, le salarié, il va se mettre à un bout de la table. Si c'est une table ovale, s'il y a une dizaine de personnes, il va plutôt pas trop mal capter les gens qui sont autour de lui. Par contre, les gens qui sont à l'autre bout de la table, ça va être dur. Et dans ce cas, le salarié, il serait équipé, par exemple, sur les microphones, il y en a un couleur argent là qui est un galet. Eh ben, il le poserait vers l'autre partie de la table et ce microphone, il va se charger de capter ce qui est dit dans cet environnement-là, dans ce coin-là de la table. C'est envoyé directement à ces appareils. Alors, quand je fais essayer ces aides et ces aides techniques aux salariés, ils font: «Waouh, super!» Mais il y a des limites. Par exemple, s'il y a des gens qui font des apartés, qui papotent, s'il y a quelqu'un qui prend des notes avec son clavier, s'il y a des gens qui font clic, clic, clic avec leur stylo ou qui brassent du papier, et ben ça va venir, parasiter les sons. Donc ça veut dire que toutes ces aides techniques, elles peuvent être mises en place que s'il y a eu un accompagnement et je pense, Denise, que vous allez en parler après. Sensibilisation, accompagnement, voilà, c'est le socle, c'est indispensable. Il y a donc des microphones additionnels, ça peut vraiment être super important si le salarié, il va à une conférence, s'il y a des réunions, s'il y a, des réunions plus ou moins grandes et les aides techniques, le micro additionnel, souvent, on va avoir besoin de le choisir en fonction de la dimension de la réunion. Un microphone complètement polyvalent qui fait tout, ça n'existe pas vraiment. Il y a par exemple un microphone, et ben, il va faire super bien les petites réunions à 4, 5, allez 6 personnes. S'il y a plus, non, il est en limite. Il y a un autre type de microphone, il va beaucoup mieux gérer les réunions avec par exemple 11, 12 personnes. Il y a un microphone, il va être super bien adapté s'il y a une personne qui parle et du coup, on va lui demander si elle veut bien porter le microphone autour du cou. Enfin, vous voyez, il y a vraiment il y a des contextes et il faut que ces contextes, ils soient analysés avec finesse. Bon, je ne vais pas tellement parler des boucles magnétiques, bien qu'elles soient très importantes. Ce que je vais vous dire, c'est que ces aides techniques dont je viens de parler là, qui peuvent être une clé pour un maintien en emploi ou pour faire en sorte que le salarié, il ait une charge mentale moins lourde, eh ben, il y a des règles de compatibilité avec les appareils qui sont complexes. Donc ça veut dire que pour ces microphones additionnels, les boucles magnétiques,
il faut que les appareils auditifs, ils aient été pensés pour être compatibles avec ces matériels. Si l'appareil n'est pas compatible, ça devient complexe pour trouver des solutions. Pas impossible, mais complexe. Suivante, s'il vous plaît. Concernant l'aide humaine, alors on en a déjà pas mal parlé, donc je ne reprécise pas, codage LPC, preneur de notes. Je vais juste redire ce que, madame André a dit avant aussi, c'est que, bah, quand on lit sur les lèvres ou qu'on regarde quelqu'un qui nous parle en langue des signes, enfin qui communique avec nous en langue des signes, on ne peut pas prendre des notes, c'est pas possible. Donc il peut y avoir besoin d'un preneur de notes. Interprète LSF. Alors la reformulation orale, c'est quand, par exemple, une personne a une bonne lecture labiale, mais l'environnement ne se prête pas à faire de la lecture labiale. Dans ce cas, il peut y avoir un aidant qui vient reformuler près de la personne sourde ou malentendante. Et puis, il peut y avoir une personne qui non seulement prend des notes, mais peut aussi faire de la reformulation écrite. Par exemple, une personne sourde qui aurait un niveau de français écrit faible pourrait avoir besoin qu'on lui reformule en français facile à lire et à comprendre, le FALC. Et j'ai mis etc. parce qu'en fait, il faut être inventif. Il faut ouvrir nos idées. LPC, donc langue française parlée complétée, langue des signes française, super. Preneur de notes, super. Mais allez, on pense plus large. Pourquoi pas reformulation? Pourquoi pas lecture labiale? Pourquoi pas, etc. Suivante, s'il vous plaît. Il y a aussi des applis et des dispositifs. Donc, ça a été un peu évoqué. Ava, Roger Voice, ce sont des applis où notre téléphone portable. Alors, il y a, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais certaines de ces applications, il faut que chaque personne qui participe à la réunion ait son téléphone portable avec l'application. Et la personne sourde ou malentendante, elle voit qui dit quoi, parce qu'il y a le nom de la personne qui parle qui s'affiche avec des couleurs différentes, et ça aide à s'y retrouver. Il y a des systèmes qui font qui vont retranscrire automatiquement. Il y a des applis gratuites qui sont censées faire ça, qui marchent plus ou moins bien. Dès qu'il y a un peu de bruit ambiant, dès qu'il y a plusieurs personnes qui parlent, s'il y a des gens qui font des apartés, c'est la cata, ça marche plus bien du tout, ça écrit n'importe quoi. Il y a des applis gratuites qui marchent plutôt bien, mais il faut que ce soit dans le calme. On a parlé des réglages non, remontez s'il vous plaît. On a parlé des réglages de sous-titrage des applis, par exemple, Teams fait du sous-titrage, Zoom fait du sous-titrage, etc. Et puis, il y a des applis qui proposent l'insertion de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que la personne, donc, va y avoir les prises de notes et l'IA peut se charger de reformuler, synthétiser et hiérarchiser les informations. Par exemple, alors je ne voulais pas mettre la marque une marque de téléphone portable, mais il y a des téléphones portables qui ont l'IA qui arrive dedans. Donc j'ai mis Sams quelque chose, voilà, le S24. Et ben lui, il fait la prise de notes, il synthétise, il reformule. Et ça, pour une personne sourde qui ne veut pas forcément devoir se taper toute la retranscription de tout ce qui a été dit, ça peut être ultra pratique, sachant que la reformulation IA, il peut y avoir des erreurs, hein. Par exemple, vous pouvez laisser cette diapo, merci. Par exemple, j'avais demandé à l'IA, donc c'était Copilot en l'occurrence de Microsoft, je lui avais dit: «Fais-moi un résumé s'il te plaît des différences entre les appareils auditifs de classe 1 et de classe 2», donc 100 santé ou pas 100 santé, et c'était truffé d'erreurs. Donc c'est un outil, mais c'est pas un outil absolu. Il faut vraiment l'avoir en tête. Suivante, s'il vous plaît. Beaucoup de salariés sont en difficulté pour téléphoner, sont en open space, et donc très souvent la solution technique, elle va nécessiter de passer par exemple par un casque. Alors il y a pas mal de solutions de casque. Je vais vous donner un exemple sur le premier casque noir, Circum Oral. Circum Oral, ça veut dire qu'il englobe complètement les oreilles. Alors il apporte une très bonne isolation mécanique déjà des sons, surtout si on prend du plutôt haut de gamme. Je vais mentionner des noms, hein, Bose, Sony, et le troisième qui est fabriqué en France, zut, j'ai sur le bout de la langue, Aurosound.
Donc là, on a vraiment, ce sont des casques haut de gamme, on a une très bonne isolation phonique. Et puis, il peut y avoir la réduction active de bruit qui vient encore en plus diminuer les bruits. Et l'autre fois, j'ai reçu une salariée qui m'a dit: «Ah là là, je suis vraiment gênée pour téléphoner, c'est atroce». Je lui fais essayer en l'occurrence un casque Bose, un QC35-2 qui se fait plus trop, mais et elle me dit: «Oh, mais même avec mes appareils auditifs, mais j'entends parfaitement bien quand vous me téléphonez avec ce casque, c'est super, ça fait pas siffler mes appareils. Par contre, je ne m'entends pas parler et ça pour moi c'est pas possible». Donc on a réfléchi et on s'est dit: «Finalement cette dame, elle a pas besoin de tellement de diminution du son qui vient de l'environnement parce que son bureau est plutôt calme». Donc je lui ai fait essayer un casque à conduction osseuse, c'est-à-dire qu'il fait passer le son directement dans la boîte crânienne, ça fait vibrer son oreille interne et ça laisse les conduits auditifs libres, d'autant plus que cette dame, elle est appareillée. Et donc avec la conduction osseuse, bingo, pour elle, c'est la révélation, elle adore ce casque. Elle entend très distinctement quand on lui parle au téléphone et elle s'entend parler suffisamment pour être bien. Et alors les casques, il y a plein de subtilités sur les casques. Par exemple, il y a plein de casques, comme celui que j'ai mis en bas, ils sont à bande étroite. C'est-à-dire qu'ils compressent les sons pour être sur une bande de fréquence sonore limitée. Ça a des avantages et des inconvénients. Si le poste téléphonique de l'opérateur, il est en bande étroite, et ben voilà, il a un casque à bande étroite, très bien. Sauf que la bande étroite, ça veut dire que d'abord, ça va pénaliser les voix plutôt féminines, parce que la bande étroite est vraiment à la limite d'exclusion des sons les plus aigus. Et puis, comme ça ne passe les sons que sur une fréquence restreinte du champ auditif, ça veut dire que ça va tout le temps marteler les mêmes fréquences dans l'oreille de la personne. Et il y a des opérateurs, des salariés qui en bande étroite disent: «Mais moi j'ai de la fatigue auditive, je suis fatigué, mon audition est fatiguée». Alors si leur installation téléphonique est en bande large, je pense qu'il faut leur proposer un casque à bande large. Et puis donc pour les casques, on va bien réfléchir. Est-ce qu'on veut un casque qui englobe complètement les oreilles? Un casque qui est posé sur les oreilles? Un casque qui vient dans les oreilles? Ça va complètement dépendre de l'appareillage ou pas, la configuration du poste de travail. Donc il faut vraiment qu'on analyse ces points-là. La suivante, s'il vous plaît. Je vais parler des autres aides, entre guillemets, je vais aller vite. Donc l'aide animalière, il y a des chiens écouteurs. Et il est autorisé de venir au travail avec son chien d'assistance. Donc le chien écouteur, c'est un chien d'assistance. Il a été éduqué pour reconnaître les bruits et pouvoir le signaler à son maître ou à sa maîtresse avec différentes façons, par exemple en venant toucher la jambe ou des choses comme ça. Et puis il y a toutes les aides entre guillemets indirectes. Par exemple, je recommande très souvent aux salariés qui le peuvent de prendre des cours de lecture labiale. La lecture labiale, c'est super difficile, c'est super compliqué. En français, dans la langue française, on n'a que 30% du discours qui peut être objectivé en lecture labiale. Donc ça demande des efforts super importants. Donc, lecture labiale, prendre des cours, améliorer sa lecture labiale, déjà au niveau de la charge mentale, de la charge cognitive, ça peut apporter un gros plus. Alors pour ça, il faut s'adresser soit à une orthophoniste sur prescription médicale, soit à des associations. Il y a des associations qui proposent des cours de lecture labiale en groupe, qui plus est. Donc ça aide la personne, le salarié, à trouver des stratégies de lecture labiale de groupe. Parce qu'inutile de vous dire que quand vous êtes malentendant et qu'il y a un groupe, le temps que vous compreniez qui vient de parler, attendez, qui vient de parler, c'est ah zut, la personne, elle a déjà dit la moitié de sa phrase. Et puis, il y a quelques rares structures de prise en soins pluriprofessionnelles où la personne malentendante, avec orthophoniste spécialisé, ergothérapeute spécialisé, psychomotricienne spécialisée, la personne malentendante peut apprendre à travailler ses capacités auditives. Travailler, par exemple, le tri des informations dans le bruit. Travailler la localisation des sons. Si la personne, par exemple, imaginons qu'elle ait une surdité accentuée sur les aigus, il y a des phonèmes qu'elle va tout le temps manquer. Par exemple, toutes les sifflantes, les sons et ça, elle pourra éventuellement travailler la discrimination de ces phonèmes qui sont compliqués pour elle avec ces personnes. Et tout ça, ça peut contribuer à diminuer le stress et la charge mentale. La suivante, s'il vous plaît, j'espère avoir fini.
Hop, je passe. Passez s'il vous plaît. Et puis, je conclus là-dessus. Quand c'est difficile au travail, c'est souvent difficile à la maison. Et donc, les aides techniques qui sont prévues pour le travail, c'est bien si elles peuvent être, s'il y a besoin des mêmes aides techniques au travail et à la maison, c'est bien si c'est les mêmes. Par exemple, le salarié, il va avoir des appareils auditifs et il va vouloir appairer ces appareils avec son téléphone portable pour que le son du téléphone arrive directement dans les appareils. OK, alors dans sa vie perso, il a un téléphone Android. Et donc, il a choisi des appareils auditifs qui peuvent être appairés sur Android. Sauf qu'au boulot, on lui donne un iPhone. Et catastrophe, les appareils auditifs qu'il a, ils sont made for Android et on ne peut pas leur appairer des iPhones. Et là, c'est la cata. Pareil pour les microphones additionnels. S'il en a besoin dans sa vie perso, c'est bien qu'il ait les mêmes types ou la même marque en tout cas dans sa vie pro pour que l'application qui permet par exemple de les paramétrer ou de les gérer, ce soit la même, qu'il n'ait pas des réglages à apprendre vie perso, vie pro, parce que tout ça, ça augmente la charge mentale. Et voilà. Et j'ai fini, j'espère. Merci beaucoup, Madame Oui, Magnier. avec Vous plaisir. étiez Je bien. propose que de ne pas faire de questions maintenant parce que sinon Madame Mathia va pas avoir beaucoup de temps. C'est Donc ce je que propose j'allais. qu'on... Voilà. Donc, les personnes qui ont des questions, par contre, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que Madame Magnier, vous pourrez y répondre du coup directement à l'écrit. Et effectivement, pour que Madame Mathia puisse faire sa présentation, on vous propose de passer tout de suite à la dernière séquence. Donc, l'objectif là, c'est de voir un petit peu ce qu'on peut faire en matière d'intégration et de maintien d'emploi des personnes qui ont un trouble auditif. Et notamment, on va faire un zoom sur les appuis spécifiques dédiés au handicap auditif. Et donc, pour ce faire, on a Madame Mathia, du coup, qui va nous faire une petite présentation. Ah, votre micro est coupé par contre. Là, c'est bon. Ouais, Voilà. super. Donc bonjour, je me présente Denise Atia. Je suis intervenante spécialisée dans les troubles auditifs, donc tous les troubles auditifs qui sont la surdité, l'hyperacousie, les acouphènes. Je suis pas en partenariat avec Helios sur le marché de la GFIP pour tout ce qui est aménagement lié au handicap auditif. Aménagement, intervention auprès de l'environnement de travail. Et je vais en profiter pour répondre à 2-3 petites questions que j'ai pu, qui ont été posées tout à l'heure. En fait, on intervient sur demande d'un prescripteur qui Cap Emploi, médecin du travail, enfin toutes les missions handicap, et sur demande via la prestation digitale de la GFIP, on reçoit la demande et à partir de là, les interventions, le plus couramment possible, elles se passent en 3 temps. Un premier temps où on fait une étude de la situation, on identifie un petit peu, alors on se rend en entreprise, on va en entreprise, on fait l'étude de la situation. Un deuxième temps, quand on a identifié les techniques de compensation, qu'elles soient techniques humaines ou technico-humaines, on fait des essais de matériel sur place en entreprise, donc les fameux micros, les outils de sous-titrage, enfin, tout ce matériel, il est prêté, il est couplé avec les aides auditives, il est prêté en entreprise pour les essais en situation réelle, pour les personnes qui bénéficient de la prestation, sont prêtés une quinzaine de jours. Et à l'issue de cette période d'essai, il y a un 3e rendez-vous où on fait le point sur les essais, sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et à l'issue de ça, il y a un compte-rendu qui est transmis au bénéficiaire. Et le bénéficiaire va lire le compte-rendu, valider, le corriger, parce qu'il a le droit de ne pas laisser passer des informations personnelles voilà, il peut avoir une approche avec sa surdité qui est très personnelle. Il peut ne pas vouloir voir écrire un certain nombre d'informations. Donc, vraiment, il doit valider le compte-rendu avant que ce compte-rendu soit transmis au Cap Emploi ou enfin au prescripteur pour mettre en place les aménagements de poste qui ont été validés par la personne sourde. Donc, j'interviens, donc, comme je vous dis, on est en partenariat avec Helios. Moi, je fais toute la partie aménagement de poste. Donc, j'interviens auprès des personnes sourdes signantes, auprès des personnes sourdes malentendantes, parlantes, et je pratique la langue des signes. Donc, je suis en mesure de balayer un large
champ de personnes sourdes et malentendantes. En tout cas, ce qui a été dit depuis le début, c'est que voilà, c'est complètement la surdité, c'est la malentendance. Et je ne vais pas non plus réexpliquer un petit peu tout ce qui a été expliqué. Si vous pouvez avancer dans les slides. Coucou, voilà. Les chiffres, on en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on parle d'une personne sur 9. En 2050, on parle d'une personne sur 5. Très rapidement, depuis que les textes concernant la prise en charge des appareils auditifs sont sortis, ont été validés. Avant ces textes-là, vous aviez 700 000 personnes qui étaient appareillées d'aide auditive. Dès qu'il y a eu ces textes, il y a eu 1 500 000 de personnes. C'est 1 500 000 de personnes qui ont été appareillées par les appareils dits de classe 1. De classe 1. Alors, les appareils de classe 1, tout à l'heure, c'est pareil, hein, j'ai des partenaires qui l'ont souligné, ce sont des appareils pour regarder les feux de l'amour. Hein, c'est pour des personnes qui n'ont pas besoin de comprendre, qui n'ont pas besoin de précision, qui n'ont pas besoin de… Donc, pour ces personnes-là, c'est zéro reste à charge, en effet. Dès que vous êtes actif, on n'est plus du tout sur cette gamme d'appareils, on part sur des appareils classe 2 qui vont permettre des couplages avec différents accessoires qui soient spécifiques ou non spécifiques. Voilà, si on peut continuer. Alors, qu'est-ce que la surdité? On va en parler. Allez-y, on peut continuer. En plus, j'ai mis des belles slides, hein, on peut continuer toujours. Si on peut avancer, voilà. Donc, en fait, une personne, voilà, c'est très bien. On peut rester là, tout à fait, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Donc, en fait, une personne sourde, on ne peut pas la définir par rapport à son degré de perte auditive. Comme l'ont dit certains partenaires, il y a des chemins qui sont complètement variés en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Et le plus important dans tout ça, en tout cas, si on peut avancer, le plus important dans tout ça, si on peut avancer, c'est la première des choses, c'est de prendre en considération le rapport que la personne sourde elle a avec sa perte auditive. Parce qu'une personne qui est sourde, profonde, qui n'entend rien sur les courbes de son audition, hein, elle peut parler d'elle comme une malentendante, elle peut parler d'elle comme une sourde et muette, elle peut parler d'elle comme une sourde gestuelle. Vous voyez, il y a absolument des schémas divers et variés qui se présentent, mais le plus important, c'est de respecter l'approche que la personne peut avoir avec son handicap. D'accord? Si elle vous dit « je suis malentendante », elle est malentendante. Et c'est comme ça qu'on va réussir à rentrer dans son univers et essayer petit à petit de gagner sa confiance. On peut avancer? Voilà. Donc, voilà. Sur les chemins qui se dessinent tout à l'heure, on a parlé donc de personnes qui deviennent oralistes. Je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on en a parlé. Vous avez des personnes qui deviennent oralistes, des personnes qui sont signants et des personnes qui sont bilingues. Vous avez des personnes qui deviennent sourdes ou malentendantes, qu'elles soient unies ou bilatérales. C'est un problème aussi. Hein. Une surdité unilatérale, c'est aussi un problème qu'il faut prendre en considération. Tout ça pour dire quoi? Pour ce schéma-là qui a été expliqué un petit peu par tout le monde, mais s'il y a des questions, je répondrai. C'est pour vous dire que les oralistes, ce sont les personnes qui sont le plus en difficulté. Ce sont les personnes qui sont le plus en difficulté parce qu'elles n'ont aucun référentiel, elles n'ont, si vous voulez, aucune communauté à laquelle elles peuvent se rattacher. La personne qui est signante, elle pratique la langue des signes, une fois elle est au travail, elle a des difficultés, le handicap est déjà un peu plus visuel, donc c'est un peu plus facile en termes voilà, on arrive à identifier quand même qu'il y a un handicap. Mais une fois sortie de là, elle a son référentiel et elle rencontre des personnes sourdes qui pratiquent la langue des signes. Elle va jouer au football, elle va dans des soirées avec des sourds signants. Vous voyez, à un moment donné, elle n'est plus en situation de handicap parce qu'elle a des références. Elle a ses références. Par contre, les oralistes, ils n'ont aucun référentiel, ils n'ont aucune communauté pour pouvoir échanger pour pouvoir déposer leurs souffrances, pour pouvoir échanger sur des situations qu'elles ont vécues en entreprise. Voilà, il n'y a pas de communauté d'oralistes. Vous avez des LPCistes, vous avez différents, mais globalement, les oralistes, en fait, la vraie difficulté, elle réside dans le fait que
souvent, ils ne s'estiment pas légitimes à bénéficier d'une aide, d'un aménagement de poste, parce que, après tout, oraliste, ça veut dire que je parle très bien, et je ne suis pas très handicapée par rapport aux autres qui sont complètement aveugles, par rapport à l'autre personne qui est sur chaise roulante. Moi, je parle, j'arrive à m'adapter, je donne très bien le change. Et du coup, elle s'estime tout simplement pas légitime à bénéficier, à obtenir tout simplement des aides ou des supports leur permettant d'alléger leur quotidien professionnel. Et en fait, le premier travail à réaliser, c'est celui qui consiste à mettre des mots, comment ça s'appelle, à légitimiser leur ressenti au quotidien. Parce qu'en fait, les oralistes, ce sont les personnes qui sont en permanence dans des stratégies, dans la mise en œuvre de stratégies. Ce sont des stratégies de comportement, où il y a une réunion où ils vont très vite aller se positionner pour avoir la meilleure place. Ce sont des stratégies d'évitement. Alors, c'est un exemple que je vous donne. Ce sont des stratégies d'évitement. Quand il y a un départ à la retraite ou des grands événements, ou alors un resto entre collègues, elles vont prétendre un mal de tête ou un travail à terminer, mais la prochaine fois, je reviendrai. Ou alors, elles vont aussi utiliser ce qu'on appelle des phrases passe-partout, des phrases bateau. C'est quand vous vous adressez à la personne, elle va vous répondre oui, oui, je regarderai plus tard ou je verrai plus tard. Oui, oui, j'ai bien noté. Ce sont des phrases qui veulent tout et rien dire, mais en tout cas qui ne montrent pas que j'ai pas compris le message. Vous voyez? Donc, ce sont comme ça, sans arrêt. Et surtout, c'est ce qu'on appelle des stratégies, ce qu'on appelle des stratégies de devinance, de suppléance mentale. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'entendent jamais la totalité d'une information orale. Donc, ce qu'elles entendent, elles l'entendent, mais tout ce qu'elles n'ont pas entendu, elles vont le deviner. Elles vont le deviner et sans avoir la certitude d'avoir bien deviné. Je peux deviner, si je vous invite à un anniversaire et que je vous demande d'apporter le gâteau et que vous m'apportez le cadeau, eh ben, ça peut poser problème, vous fichez en l'air tout mon timing. Voyez? Donc, la personne sourde, ou malentendante, elle va toujours observer votre réaction qui va lui indiquer est-ce que vous avez bien répondu ou pas bien répondu. Parce que si je réponds à côté, vous allez regarder en disant mais pourquoi elle va me répondre ça, voyez? Donc, le premier travail, vraiment, ça consiste vraiment à légitimiser tout ce qu'elles subissent, tout ce qu'elles vivent, tout le travail qu'elles font en feedback et qui est reconnu. Et ça, c'est très important. Et si vous voulez, tout ça, ça va aider les personnes dans l'acceptation du handicap. On va les aider dans leur chemin de l'acceptation du handicap. Après, vous avez les personnes dans les sourdes oralistes, vous avez les personnes qui sont devenues sourdes. Les personnes qui sont devenues sourdes, quel que soit le niveau social, c'est encore une autre souffrance parce que, si vous voulez, comment j'avais noté ça? Si vous voulez, il va falloir leur expliquer qu'elles ne vont pas basculer dans un environnement où elles vont apprendre la langue des signes, où elles vont devenir sourdes et muettes. C'est pas tout ça. Il faut déjà freiner ce premier réflexe qu'elles peuvent avoir de penser qu'elles vont devoir apprendre la langue des signes. C'est pas du tout ça. Ce qu'il faut leur faire comprendre, c'est leur dire, écoutez, vous êtes une personne entendante devenue sourde, vous allez rester une personne entendante avec une perte auditive qu'il va falloir gérer. Et c'est là où on va mettre en œuvre tout ce qui est aide technique, humaine, technico-humaine, on va mettre en place, il existe des solutions pour une personne sourde, une solution pour la personne, chaque source, sa solution. Donc, il va falloir lui faire comprendre que, voilà, vous êtes entendante, c'est vrai que vous êtes une entendante avec une perte auditive et c'est ça qu'on va travailler. On ne va pas vous transformer et vous faire devenir une sourde, vous voyez? Donc, voilà. Alors ensuite, si vous voulez, comme je vous ai parlé de légitimité de la personne, ensuite, où est-ce qu'à un moment donné, elles vont réussir à exprimer leur souffrance, tout ce travail qu'elles vont faire en back-office? Il y a beaucoup de missions handicap, il existe beaucoup de structures qui vont accueillir les personnes en situation de handicap. Mais au travail,
le passage obligatoire, ça reste les médecins du travail. Et c'est là qu'il y a un travail à faire. C'est avec les médecins du travail, ils doivent s'inquiéter. Il est important de se questionner et de les emmener vers cette façon, vers cette reconnaissance, cette acceptation de leur perte auditive en leur expliquant qu'il y a une légitimité. On connaît cette problématique et qu'il existe des personnes, des spécialistes qui vont les aider à améliorer leur quotidien professionnel sans que forcément leur environnement de travail soit au courant. Le hiérarchique, le supérieur, son collègue ne peut ne pas être au courant des aménagements qu'on met en place. C'est quelque chose que l'on respecte. Et ça, il faut leur dire. Alors, quand elles l'entendent et qu'elles acceptent, qu'elles acceptent la situation, on va pouvoir mettre en place donc le travail autour de la malentendance. Et parmi les aides qu'on va proposer, bien évidemment, c'est un travail qui se fait petit à petit. Bien évidemment, pendant le premier entretien, le deuxième ou le troisième, lors des différentes rencontres qu'on va avoir, on va parler avec la personne concernée de l'importance, de la nécessité de l'environnement, on parle d'un environnement capacitant. C'est-à-dire que il est important que les collègues connaissent les difficultés liées au handicap auditif pour adopter les bonnes pratiques. Et ça, c'est un message qu'on va essayer de faire passer petit à petit, parce que, si vous voulez, moi, si je suis sourde, je vais avoir des stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure, et le regard de tous mes collègues, il va être assez compliqué, parce que qu'est-ce qu'on va me dire? Je participe à rien, on m'invite à tout, je participe à rien. Quand je lui parle, comme tout à l'heure, monsieur a évoqué le bonjour, je lui dis bonjour, elle répond une fois sur deux. Vous voyez, vous avez tout ça qui font qu'à un moment donné, bon, bah, elle s'est mal réveillée ce matin, on laisse couler, vous voyez, ou alors, voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va travailler petit à petit, mais les médecins du travail, vous reçoivent tout le monde obligatoirement lors de la visite médicale, et c'est là où il faut vraiment mettre le paquet en expliquant que ce sont des spécialistes qui respectent, on respecte la confidentialité du travail, et que tout est soumis à la validation de la personne concernée. Et pour finir, il y a la petite bulle bilingue. Pour finaliser avec l'exemple le plus prégnant, si vous voulez, la petite bulle bilingue, pourquoi? Parce que vous en avez qui sont très oralistes, qui parlent très très bien, mais c'est bluffant, et ils pratiquent aussi la langue des signes. Eh bien, figurez-vous qu'au travail, ils parlent, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, mais arrivé un moment, ils n'en peuvent plus parce que tout le monde a oublié qu'ils étaient sourds. Eh bien, à un moment donné, ils tapent du poing sur la table et ils disent « j'arrête de parler, je ne parlerai plus ». Maintenant, à partir de maintenant, je veux des interprètes, voilà, ils exigent une compensation et une compensation extérieure pour réduire tout ce qui est les efforts qu'ils fournissent en permanence pour, par exemple, tout ce qui est suppléance mentale, enfin voilà, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça arrive qu'ils tapent du poing sur la… Et c'est pas rare, hein, et ils se disent « j'arrête de parler ». Et là, je peux vous dire que même l'élève ne remue plus, hein. Ça devient compliqué. C'est l'entreprise qui vient en situation presque de handicap avec la personne. Voilà, on peut continuer. Je crois que j'ai à peu près tout dit, hein. Et voilà, donc quand la personne parle très bien, ce que vous disiez tout à l'heure, madame, une personne n'est jamais, pour me protéger, je vais dire 99% du temps, elle n'est jamais sourde et muette. Elle est, si vous voulez, c'est parce qu'en en fait, elle n'a jamais travaillé sa voix en raison du manque de feedback auditif. Donc, elle a carrément, n'a pas travaillé sa voix, ne sort pas des sons. Mais vous entendez bien, quand vous avez affaire à des personnes sourdes qui n'ont pas travaillé leur voix, ils sortent des sons un peu primaires, qui ne sont pas travaillés, mais qui pourraient être travaillés si la personne sourde le voulait. Et voilà, et je crois qu'on a fini. Voilà, ah ben voilà, c'est pas joli, non, il faut le voir ça. Juste avant. Oui, Juste je me le avant, juste remarque. avant.
Voilà. Et bien évidemment, c'est un handicap qui isole. Si vous voulez, à ne pas participer, à adopter des stratégies, à me mettre en retrait de situations, d'événements professionnels ou pas, hein, voilà. Et ben, si vous voulez, moi, je ne vais pas à des endroits où je ne comprends rien, hein. Je vais faire un peu nunuche et puis on va s'adresser à moi, puis je vais dire oui à tout sans jamais rien comprendre. Donc naturellement, je vais me retirer et je vais pas me confronter aux difficultés. Donc voilà le proverbe qui conclut à peu près mon intervention. Je crois que j'ai à peu près tout dit, mais je répondrai à toutes vos questions. Juste, merci beaucoup madame Atia. Comme on accuse un petit retard, ce que je vous propose, c'est d'illustrer aussi votre intervention par, le retour d'expérience, de madame Ray, donc qui est chargée de mission, maintien dans l'emploi au sein du Cap Emploi 77 et qui a elle-même bénéficié d'un appui spécifique. Donc je lui laisse la parole et puis je propose que les questions puissent être posées dans le chat, si Alors je peux besoin. rester du coup, hein, puisque mon rendez-vous vient d'être annulé. OK, bon, bah, super. Voilà. Merci beaucoup et donc tout de suite, je laisse, la parole à madame Ray. Bonjour à tous, je ne sais pas si on m'entend bien. Madame Ray, vous allez dire que des choses bien, hein, Mélanie? Je vais Vous allez voir. Ah, d'accord. Alors, du coup, donc je suis Mélanie Ray, chargée de mission maintien dans l'emploi au Cap Emploi 77 depuis fin novembre 2023. Donc, ça fait moins d'1 an que je suis sur mon poste. Je suis moi-même malentendante. Je suis malentendante depuis l'âge de 4 ans. Actuellement, je vais avoir 25 ans, donc ça fait plus de 18 ans que je vis avec la surdité. Alors, pour commencer un petit peu, pour tracer comment s'est passé mon aménagement, donc vu que j'ai été nouvellement embauchée, comme tout nouveau embauché dans une entreprise, j'ai eu mon rendez-vous chez la médecine du travail. Ce rendez-vous, c'est vraiment la clé pour démarrer l'aménagement de poste. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette rencontre avec ce médecin pour échanger sur les difficultés qu'on rencontre, sur les missions aussi qu'on a sur le poste. Donc, avec mon médecin du travail, nous avons échangé et nous avons déterminé les besoins par rapport à mon aménagement de poste. Donc moi, mes besoins, c'était surtout sur la compréhension pour les appels téléphoniques, les réunions, parce que dans le cadre de mes missions, je suis amenée à faire beaucoup de réunions, que ça soit en présentiel, en hybride ou en visio, et aussi beaucoup d'appels téléphoniques. Donc il me fallait vraiment de la retranscription, mais aussi bien entendre et mieux comprendre. Par la suite, donc, il a fait ses petites préconisations qui a été transmis à ma responsable, qui a aussi fait mon suivi. Donc, celle qui m'a accompagnée donc, en tant que conseillère Cap Emploi pour aménager mon poste. Donc, par la suite, elle a fait une prescription d'appui spécifique auprès de Madame Atia. Ah, la personne qui a son micro allumé peut-elle l'éteindre, s'il vous plaît? Madame Ray, vous pouvez réactiver votre micro, j'ai tout coupé. Voilà. La personne a remis son micro. Allez, je vous en prie, C'est bon, madame là? Ray. Voilà. Oui, c'est bon. Du coup, je disais donc que ma responsable a fait une. Ma C'est bon, responsable je a viens fait. de recouper, pardon. Normalement, moi, c'est bon, c'est pas coupé. Ouais, vous pouvez poursuivre, je surveille. Ok, super. Donc, ma responsable a fait une préconisation, une prescription d'appui spécifique auprès de Madame Atia. Donc, par la suite, Madame Atia m'a contactée pour qu'on fasse un premier rendez-vous chez Elios. Donc, j'ai rencontré Elios. Entre-temps, j'avais testé aussi AVA pour tout ce qui est retranscription. Et j'avais une présentation aussi de la part de Tadeo pour tout ce qui était retranscription des appels téléphoniques, des réunions, que ça soit présentiel, hybride, visio. Et ça a été la même chose pour Helios.
notamment, du coup, lors de ce rendez-vous, j'ai beaucoup échangé avec Madame Atia pour essayer de trouver aussi des solutions pour mieux entendre. J'ai testé un micro Rogers qui a été connecté à mes prothèses auditives. Donc, ce micro-là, je l'ai testé, je crois, pendant 2 semaines, il me semble. Et nous avons planifié un deuxième rendez-vous avec Madame Atia pour déterminer, du coup, si ça me convenait ou pas. Donc, au final, le micro ne me convenait pas, donc elle m'a fait tester un casque, le Bose 700. J'avais aussi testé un autre casque avec Azergo, c'est un casque isolant. Et j'ai testé encore un autre casque chez Surdicité. Et au final, celui-là qui me convenait le mieux, qui m'isolait le mieux, et qui me permettait aussi de mieux comprendre partiellement, parce qu'il me fallait quand même de la retranscription écrite, c'était le Bose 700 que Madame Atia, du coup, m'a fait tester. Pour tout ce qui était retranscription, pareil, vu que j'ai testé quand même 3 plateformes, 3 logiciels, j'avais une préférence par rapport à mes besoins pour Tadeo. Donc, on s'est orienté vers Tadeo pour avoir la retranscription écrite des appels téléphoniques, des réunions en visio, des réunions en présentiel et en hybride. Après, une fois tout ça a été fait, donc il y a les devis qui ont été fournis à ma responsable et qui a fait une demande auprès de la GFI pour tout ce qui était le financement du matériel. Une fois que la GFI a donné sa notification de décision, donc le casque, c'est bon, je l'avais sur place, mais il fallait me mettre en place du coup le logiciel Tadeo. Donc, un formateur est venu pour me former sur le logiciel et la personne qui s'occupe de tout ce qui est informatique au sein de Cap Emploi est venue m'installer le logiciel. Donc, lors de cette formation, donc, j'ai vraiment pu manipuler l'outil pour savoir comment ça fonctionne, pour faire mes réservations, que ça fonctionne sur réservation pour avoir de la retranscription sur une longue durée, donc par exemple sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction du temps de la réunion. Et en même temps, on a pu bénéficier, enfin, plus mes collègues proches, donc l'équipe avec laquelle je travaille, ont pu bénéficier d'une sensibilisation au handicap auditif. Donc, comment s'adresser à la personne et aussi comprendre le travail que ça nous demande, surtout sur la lecture labiale, sur quand il y a une personne qui parle et qu'on est plusieurs, le temps de réaction qu'on a pour trouver la personne qui parle, mais en même temps, il faut lire sur les lèvres et entendre. Et toutes ces informations, en fait, doivent se regrouper. Donc voilà, ça a été vraiment une sensibilisation très riche par rapport à l'équipe. Donc là, pour le moment, tout ce qui est aménagement technique est réalisé, c'est fait, c'est mis en place, que j'utilise quotidiennement. Et là, on est en train de réfléchir à un aménagement organisationnel, donc plus en termes du bureau, pour réaménager un petit peu la disposition des bureaux. Parce que ce que je n'ai pas précisé au départ, c'est que on est dans une pièce où ça fait un peu open space. Donc, on entend les collègues autour, donc c'est pour ça que j'avais besoin d'un casque isolant. Du coup, voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Madame Ray. vous en prie. On a un petit peu dépassé le temps, mais si certaines personnes souhaitent quand même poser une petite dernière question, et j'ai vu dans le chat notamment Madame Magnier soulignait le caractère un peu dommage de ne pas avoir pu parler des burn-out des personnes sourdes, puisque Madame Atia, a priori, c'est un sujet qui revient souvent. Donc, si vous voulez, on peut prendre quelques petites minutes, 1 ou 2 minutes pour en parler rapidement. Et puis, encore merci à tous, en tout cas, pour vos interventions, et merci Madame Ray. Alors, le burn-out auditif, c'est un grand sujet. D'ailleurs, on a organisé avec la ville de Paris un grand séminaire sur une journée sur le burn-out auditif, parce que justement, c'est beaucoup pour des profils de personnes, parce que ce qu'on expliquait tout à l'heure, des oralistes, qu'elles soient devenues ou qu'elles soient nées sourdes ou malentendantes, mais profils oralistes. Il y a ce travail en back-office en permanence qui est fait. Hein. Si vous voulez être oraliste,
c'est ressembler, c'est s'apparenter à une normalité. Sauf que la personne qui est concernée par la perte auditive, elle est sans cesse en hyper-vigilance pour surveiller ce qui se passe et ce qui ne se passe pas, si vous voulez. Ce qui se dit et ce qui ne se dit pas pour être sûr de ne pas louper une information. En réunion, moi, quand je participe à une réunion, les sujets qui m'intéressent, ben, je les écoute. Ceux qui ne m'intéressent pas, je vais faire ma micro-pause sur le portable, je vais répondre à mes amis, je fais ma pause. La personne sourde, elle est sans arrêt en train de faire des efforts, de surveiller absolument tout, de s'inquiéter, de savoir si elle a bien compris, si elle n'a pas compris. Et voilà, ce sont des profils, et surtout pendant la période Covid, qu'on vécu ce qu'on appelle des burn-out auditifs. Alors là, pendant la période du Covid, surtout la reprise a été très compliquée parce que toutes les personnes qui étaient en effort comme ça de compensation, de surcompensation, pendant la période de confinement, elles ont eu une période de relâche. Et quand il y a eu le retour en présentiel, eh bien, le retour à la normale, il a été très compliqué. Parce que, en fait, elles avaient des efforts hauts comme ça et elles parvenaient à maintenir. Mais comme il y a eu cette relâche, ça a été difficile de retrouver le niveau initial. Et il y a beaucoup de personnes qui ont eu des dépressions, des burn-out auditifs. Mais c'est un sujet tellement long que si des personnes souhaitent avoir des informations complémentaires, et ben, qu'elles me donnent leur mail, puisqu'on on prévoit d'organiser d'autres séminaires avec le groupe qu'on a créé qui s'appelle SEMI, S-E-M-I-I. Voilà. Je ne sais pas si j'ai Merci répondu. beaucoup. Oui, si, très bien. Merci en tout cas à toutes et tous pour cette intervention. On vous a mis dans le chat et puis là à l'écran un lien pour que vous puissiez nous faire aussi un retour sur le format de ces ateliers, nous dire si les thématiques vous intéressent. Au regard de vos commentaires, j'ose espérer que oui, mais en tout cas nous faire un retour sur le format, sur la temporalité, sur le dynamisme de ces ateliers et puis surtout il y a une question autour des thématiques que vous souhaiteriez qu'on aborde dans les prochains ateliers. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez nous faire un retour pour que nous, on s'adapte aussi à vos besoins. Et encore une fois, je souhaite remercier tous nos intervenants qui ont pris le temps de préparer ces interventions pour aujourd'hui, qui se sont rendus disponibles et qui ont partagé avec nous leurs expériences et leur savoir-faire. Donc, un grand merci à vous. Et puis, je laisse peut-être Pierre dire un dernier mot sur notre prochain atelier, puisque la date n'est pas encore programmée, mais la thématique, oui. Oui, tout à fait. Donc, le prochain atelier aura lieu sans doute entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et on essaiera de travailler autour de la question de l'accompagnement individuel. Comment, en fait, on part d'une situation individuelle pour aboutir à une réflexion collective autour de l'amélioration globale des conditions de travail. Autrement dit, comment l'accompagnement d'une personne qui rencontre des problématiques de santé peut être l'occasion d'engager une réflexion un peu plus globale et collective sur les conditions de travail d'un collectif de travail, d'un service, etc. Voilà le programme de la prochaine rencontre. Et on garde en tête aussi, vous avez été nombreux à être sollicités sur ce sujet, à l'idée d'organiser un atelier sur la question de la procédure accélérée ou diligentée pour obtenir une RQTH en Île-de-France. On travaille, vous le savez, sur ce sujet avec l'MDPH depuis plusieurs semaines. Donc on a dans le viseur aussi l'idée de vous faire un petit atelier sur ce sujet, voilà, à voir si c'est tout début 2025 ou pas. Voilà, Marion. Merci beaucoup à toutes et tous. Navré pour ce petit décalage de 10 minutes. En tout cas, on espère que cet atelier aura répondu à vos questions. Et encore une fois, merci à nos intervenants et puis à vous participants de prendre le temps de participer à nos ateliers et d'être toujours fidèles. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Merci. à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt également. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Le mail de Madame André, je crois qu'il est dans les Au revoir, dans les merci. diapositives. Hein. Puis de toute façon, on le remettra Ouais. au besoin. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci, bonne journée à revoir. toutes et Au revoir. tous. Au Au revoir. revoir. Bon, c'est bon du coup? Oui, on va juste arrêter l'enregistrement. Voilà. Merci beaucoup.